Salut! En général, je vous parle uniquement de musique, mais aujourd'hui on va parler de deux arts en même temps, la musique et le cinéma. Parce qu'il existe un homme qui a complètement changé la manière dont on ressent un film. Quelqu'un qui a donné une voix à l'image, une profondeur à chaque silence et qui a influencé toute l'industrie sans jamais vraiment chercher la lumière. Il n'apparaît jamais à l'écran, mais sans lui, des centaines de films n'auraient pas la même âme. Aujourd'hui, on va parler de celui qui a le plus impacté la composition de films dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, on va parler de Hans Zimmer. On imagine souvent les compositeurs comme des génies classiques formés au conservatoire capables de déchiffrer une partition comme on lit un journal, mais pour le coup, Hans Zimmer, c'est tout l'inverse. Il naît en 1957 à Francfort en Allemagne de l'Ouest, une ville encore marquée par la guerre où tout semble gris, sérieux, industriel. Son père est ingénieur, rationnel, cartésien, sa mère, elle est pianiste classique juive, rescapée de la guerre, et c'est elle qui met un piano entre les mains du petit Hans. C'était juste un gamin solitaire fasciné par les sons. Il adore le piano mais il déteste les cours. Il n'a aucune patience pour les gammes, les règles, la discipline. Ce qu'il veut, c'est comprendre comment le son fonctionne. Alors un jour, au lieu de jouer, il démonte carrément le piano familial. Il veut savoir d'où provient ce bruit quand on appuie sur les touches. Il veut voir les marteaux, les cordes, les leviers. Il est déjà dans une démarche de bricoleur du son, ce qui restera toute sa vie. À l'école, c'est un calvaire, il n'arrive pas à rentrer dans le moule, il est rêveur, agité et parfois carrément insolent. Il se fait virer de plusieurs établissements. L'école ne l'intéresse pas, la musique si, mais pas celle qu'on lui impose. Un jour, alors qu'il traîne dans un magasin de musique à Francfort, il découvre un synthétiseur, une boîte étrange remplie de boutons, de câbles, de sons électroniques. Il n'y a pas de règles, que des possibilités, et là c'est le coup de foudre. Mais c'est dans cette période qu'à 14 ans, son père meurt brutalement. Zimmer dit que c'est l'événement qui a tout changé, il se réfugie alors encore plus dans la musique. C'est sa façon de survivre, de rester debout. Il commence alors à bidouiller des sons dans sa chambre, seul à l'aide de vieux claviers et de bandes magnétiques. Il comprend alors que la musique ce n'est pas juste une question de notes, mais une question de vibration, de texture, de rythme, d'ambiance, et surtout que l'émotion parvient souvent des erreurs, des accidents, de ce qu'on ne peut pas écrire sur une partition. À la fin des années 70, il quitte l'Allemagne pour Londres, et là, tout s'accélère. Il entre dans la scène musicale underground, travaille dans des studios, fait des arrangements pour d'autres musiciens et rejoint brièvement le groupe The Buggles. Il passe alors ses nuits dans des studios minuscules à tester des sons, à brancher des machines, à créer des nappes sonores qu'on n'a encore jamais vues avant. Pas de théorie, pas de méthode, juste de la passion brute et une curiosité sans limite. C'est dans cette période que Hans Zimmer se forge sa propre philosophie. Je ne compose pas pour la tête, je compose pour le ventre. Et c'est probablement ça qui va le rendre si unique par la suite. Il ne cherche pas à écrire des mélodies parfaites, il cherche à provoquer une sensation physique, une sorte d'émotion brute, quelque chose qui te prenne à la gorge, et ce dont-là, Hollywood va finir par le repérer. À ce moment-là de l'histoire, Zimmer n'a encore rien fait de grand, mais il est prêt, il a trouvé sa voie, et le cinéma ne sera plus jamais le même. Avant de comprendre comment Hans Zimmer a changé le cinéma, il faut comprendre comment ça fonctionnait avant lui. Le GOAT des compositeurs de musique de film, c'est John Williams. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est John qui est à l'origine des morceaux suivants. Je vous préviens, vous allez être choqués, la discographie du bonhomme, ça rigole pas du tout.
Je vous avais prévenu. Pendant longtemps, la musique de film c'était un artisanat très codifié. Le réalisateur tournait son film, une fois le montage terminé, il faisait appel à un compositeur, souvent issu de la musique classique. Le compositeur regardait les images, les scènes clés et écrivait à la main des partitions pour chaque moment fort. Ensuite, l'orchestre entrait en studio pour enregistrer les morceaux, chronométrés à la seconde, tout était millimétré, parfois au métronome. Bref, la musique de film c'était un travail d'orfèvre, mais aussi un travail de commande très cloisonné, et puis Hans Zimmer est arrivé. Tout commence dans les années 80, donc Zimmer est installé à ce moment-là à Londres, il bosse dans des petits studios, il produit des jingles pour la télé, pour la pub, bricole des sons pour des documentaires, et puis un beau jour, il est repéré par Stanley Myers, un compositeur plus établi, connu notamment pour la BO de Voyage au bout de l'enfer. Myers trouve ce jeune Allemand intriguant, un peu zinzin, mais bourré d'idées, il l'invite alors à travailler avec lui, et ils s'entendent tellement bien qu'ils vont confonder un studio ensemble, le Lilliard Studio. Zimmer s'occupe des claviers, des synthés, des sons étranges, Myers l'aide à structurer ses idées. C'est une sorte de mentorat un peu sauvage, pendant plusieurs années ils bossent du coup ensemble sur divers projets. Et puis en 88, tout va s'accélérer. Un producteur américain, Barry Levinson, cherche quelqu'un pour composer la musique de son prochain film Rain Man. Il veut une ambiance différente, quelque chose de moderne, de sensible mais pas trop hollywoodien. Et puis un ami à lui parle de ce type bizarre à Londres qui fait de la musique avec des machines. Zimmer compose alors une première maquette. C'est sobre, électrique, un peu étrange, mais ça marche. Levinson est séduit, Zimmer est engagé, et il finira par produire la quasi-majorité de la bande-son, dont le thème principal. Rain Man sort et cartonne, 4 Oscars, un Golden Globe, et Zimmer est nominé pour la meilleure musique pour son tout premier film américain. D'un coup, Hollywood a un nouveau nom dans son carnet de compositeurs, Hans Zimmer. Un compositeur sans règles, sans méthode, mais avec une vision. La suite va tout simplement changer la façon dont on fait la musique de film, parce que Rain Man n'était qu'un coup d'envoi. Pendant les années qui suivent, Zimmer enchaîne les projets, parfois confidentiels, parfois plus visibles, mais il rentre dans ce showbiz, donc il faut qu'il comprenne les règles du jeu, etc. Puis, en 94, une occasion en or se présente. Dans les années 90, la musique des films Disney est souvent très théâtrale, joyeuse, guidée par les chansons, mais Le Roi Lion sera le premier Disney à aborder des thèmes aussi lourds que la mort, l'exil et l'identité. Zimmer aborde alors le film comme une tragédie épique, un conte presque shakespearien. Il ne se contente pas d'un orchestre classique, comme le feraient la plupart des compositeurs. Il mélange les cultures en y intégrant des chœurs zoulous enregistrés en Afrique du Sud, des percussions tribales, des orchestrations dignes de grands films épiques, mais surtout une dimension émotionnelle profonde. Il dira avoir écrit la musique de la scène de la mort de Mufasa en pensant à son propre père. C'est un pur chef-d'œuvre, Zimmer reçoit l'Oscar de la meilleure musique originale, un Golden Globe et un Grammy. La BO devient culte et entre dans l'imaginaire collectif mondial. Hans Zimmer passe de compositeur outsider à une figure centrale du cinéma mondial. Mais la vraie révolution commence maintenant, car Zimmer n'a pas l'intention de se répéter, il veut tout réinventer, tout repenser, que ce soit les sons, les émotions, la manière la plus brute de raconter une histoire. Il va alors enchaîner les projets tout aussi impactants les uns que les autres. La première chose que Zimmer casse pendant cette période, c'est la logique du thème-mélodie. Il ne cherche plus forcément à écrire un motif qu'on retient et qu'on peut siffloter, il travaille en texture, en couche, en atmosphère. Pour La Ligne Rouge, qui est un film de guerre, Zimmer évite tout ce que le genre impose, pas de patriotisme, pas de grands orchestres, pas d'héroïsme sonore. Pareil pour Gladiateur, il refuse la reconstitution musicale de la Rome antique. On parle ici de la cohérence Zimmer, donc de la musique introspective même dans les moments d'action, des voix humaines utilisées comme instruments émotionnels, et une
une recherche constante du juste son, mais pas forcément de la belle mélodie. Zimmer ne fait pas de la musique pour accompagner le film, mais vraiment pour parler à part entière. Durant ces 10 années, Hans Zimmer a bâti les fondations de ce que sera sa révolution sonore, et c'est avec ses armes qu'il va rencontrer un cinéaste qui partage sa vision, un homme qui lui aussi veut bouleverser les règles et avec qui Zimmer va écrire ses plus grandes pages. On est en 2005 et Christopher Nolan est en train de s'imposer comme le réalisateur le plus ambitieux de sa génération. Il a une vision du cinéma exigeante et ultra cérébrale, il veut que le spectateur ressente son film et il recherche un compositeur qui l'aide à aller dans ce sens. Pas un musicien qui illustre, pas un décorateur sonore, il veut quelqu'un qui pense le film en musique, quelqu'un qui puisse coécrire le langage émotionnel de ses histoires. Hans Zimmer, lui, de son côté, il cherche un réalisateur avec qui il aura de la liberté et qui accepte que la musique ne soit pas un fond sonore, mais bel et bien un acteur du film. Et donc très vite la relation se fait, très vite ils se comprennent, ils parlent la même langue et ça se voit dès les premiers projets qu'ils font ensemble, notamment sur Batman. Pour le personnage du Joker, Zimmer invente un son strident grâce à une lame de rasoir frottée sur une corde de guitare. Une note unique qui monte, mais ne retombe jamais, qui crée une tension constante et insupportable comme le personnage, Zimmer a réussi à faire ressentir la folie. Après ça, Nolan va directement proposer à Zimmer de participer à son prochain projet, mais avant ça, rien à voir, Zimmer participe à la bande son de Call of Duty Modern Warfare 2. Pour tous mes geekos qui sont nés début des années 2000, ça va réveiller votre âme d'enfant, j'en suis sûr. J'ai découvert que c'était lui qui avait fait ce son mythique en écrivant cette vidéo et ça m'a fait un choc mental. Bref, ça nous avance en rien, on passe au prochain projet qu'il fait avec Nolan. Christopher lui raconte un scénario à ne rien y comprendre, une histoire de rêves imbriqués et de temps distordus. La majorité des gens ne comprennent rien du tout, mais Zimmer, lui, tout est clair. C'est l'un des rares à comprendre à 100% la vision de Nolan. Vous l'avez deviné, je parle d'Inception et Zimmer va proposer l'une des plus belles bandes son originales de l'histoire moderne. Pour Inception, Hans Zimmer ne compose pas juste une musique, il compose le film. Il part d'un concept central, le temps se dilate dans les rêves et le transforme en structure sonore. Chaque niveau de rêve a sa propre ambiance rythmique en lien avec le temps qui s'y écoule. Le morceau Time est un crescendo lent et émotionnel qui conclut le film sur une note suspendue entre rêve et réalité. Avec Inception, Zimmer prouve que la musique peut incarner une idée, pas seulement accompagner une image, et il signe alors l'une des bandes originales les plus influentes et copiées du 21e siècle. Très vite, Nolan revient le voir avec un nouveau scénario, rebelote, scénario incompréhensible, encore une fois une histoire de temps distordu, cette fois-ci pas à cause de rêve mais à cause d'un voyage spatial et donc de lois de la physique. Bref, encore une fois, Zimmer est l'un des rares à comprendre la vision de Nolan, et encore une fois, c'est un nouveau chef-d'œuvre. En une seule mélodie sur une orgue d'église, Zimmer a réussi l'exploit de faire ressentir la perte causée par le temps et la distance qui séparent les êtres
mais en même temps une sensation de grandeur, de mystère et d'infini. Bref, j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais une chose est factuelle, c'est la 5e bande originale de film la plus écoutée de l'histoire, même si les 4 premiers trichent un peu parce qu'en vrai, bon, top 1 Bodyguard c'est grâce à Whitney Houston, top 2 Titanic c'est grâce à Céline Dion, top 3 Star Wars, bon ça fait 350 ans que ça existe, et top 4 La Reine des Neiges, bon il y a une musique qui a percé, mais du coup sans compter Star Wars qui date de ouf, Interstellar est la bande originale instrumentale la plus écoutée de l'histoire moderne. Depuis Interstellar, Hans Zimmer n'a jamais ralenti, il a signé la musique de Dunkerque, de Blade Runner 2049, Dune, Top Gun et même James Bond No Time to Die. À chaque fois, il a continué de repousser ses limites, nouveaux sons, nouveaux instruments, nouvelles collaborations. Il a changé la manière de faire de la musique de film, il a remplacé les partitions classiques par des textures, les thèmes par des sensations et les règles par l'instinct. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de compositeurs, je pense notamment à Ludwig Göransson, oscarisé pour Black Panther mais aussi cerveau sonore derrière The Mandalorian et Oppenheimer, une génération qui ne sépare plus l'émotion du son ni le son de l'image. Alors est-ce que Hans Zimmer a réussi à dépasser le maître John Williams? Je vous laisse débattre de ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, bonne soirée, bonne journée et à la prochaine.